Bonjour mes chers élèves. Maintenant, vous allez suivre avec moi un cours d'histoire de l'art intitulé « Les futuristes et les expressionnistes allemands », toujours dans le cadre de l'histoire de l'art, première année, art appliqué. Alors les futuristes et les expressionnistes allemands. Giacomo Balla, né en 1871 et mort en 1958, il s'intéresse tout particulièrement au dynamisme de la couleur et de la lumière, dynamisme chien en marche, comme vous voyez ici dans la photo. L'auteur a représenté le tableau comme une photographie. Il a superposé en succession plusieurs images des jambes du chien, de sa queue, de la laisse, des pieds, de la maîtresse pour donner l'impression de déplacement, comme vous voyez ici. Alors, aussi le tableau de canon en action, le canon en action. Alors, mots en liberté et forme, la disposition des mots en trajectoire linéaire souligne l'orientation dynamique des formes. Des lignes obliques s'entrecroisent comme les trajectoires des projectiles et les silhouettes des fantassins sont dominées par le tube du canon. La fumée enveloppe la scène, fumée peinte à la légère par plan courbe feuilleté. Alors, regardez bien l'image ici. Alors, la mitrailleuse. Alors, la mitrailleuse, là, comme vous voyez, c'est regardez bien les lignes dures de la machine, déterminent celles des soldats robotisés qui font corps avec la mécanique à tuer. Alors, l'expressionnisme allemand. L'expressionnisme allemand, j'ai envie de vous parler de l'expressionnisme. Il ne s'agit pas d'un mouvement en tant que tel avec un manifeste. Tout ça, non, on parle plutôt d'un courant artistique, d'une expression plastique. Les artistes dits expressionnistes avaient comme point commun le désir d'aller au-delà d'une représentation esthétique et insouciante de la réalité. Tout était prêt à déformer les lignes et les couleurs pour exprimer leur intériorité et déclencher des émotions. Cela donne des œuvres oppressantes, pessimistes, si vous voulez, d'un côté, au style graphique qui est un peu brutal, aux lignes acérées, aux coups de pinceau vigoureux, aux couleurs stridentes, aux formes désagrégées, aux poses anti-naturelles, si vous voulez. Alors là, comme vous voyez, la thématique art, état et pouvoir. La définition systématique permet d'aborder dans une perspective politique et sociale le rapport que les œuvres d'art entretiennent avec, bien sûr, le pouvoir. Et comme piste d'étude, l'œuvre d'art et le pouvoir, représentation et mise en scène du pouvoir ou œuvre conçue en opposition au pouvoir. Parlons des repères. Alors, influencé par Vincent van Gogh, Edvard Munch est considéré comme le père de l'expressionnisme allemand. Il transforme la réalité pour la rendre expressive. Le groupe expressionniste dit Braque, avec entre autres Ernest Ludwig Kirchner et Emil Nolde, dénonce la corruption, la guerre et le malaise ambiant. Ce mouvement artistique éclatera avec les nazis qui jugeront cet art un art dégénéré. Alors le mouvement artistique Dada, le dadaïsme, né en Suisse durant la Première Guerre mondiale autour d'un groupe d'artistes, d'écrivains et de musiciens cosmopolites, désire remettre en question le système culturel et le système aussi social
qui mènent à cette guerre les libertés artistiques comme celle du hasard ou du collage. Sont des signes d'engagement contre la tradition et la politique de l'époque. Par exemple, les photomontages de Raoul Haussmann ou de John Heartfield tournent en dérision les images issues des journaux de l'époque. Alors là, les origines de l'expressionnisme allemand. Alors, on va parler maintenant des origines. Alors, regardez bien. Alors, en 1893, l'œuvre de Le Cri d'Edvard Munch est la première référence pour les deux groupes de peintres allemands. Alors, c'est un tableau qui est marqué dans l'histoire de l'art. Il ne faut pas l'oublier, il s'intitule Le Cri d'Edvard Munch. Le terme expressionnisme en allemand vient du salon annuel de 1911 organisé par la section berlinoise. Cet art s'oppose à l'art officiel protégé par Guillaume II, troisième empereur allemand né en 1859 et bien sûr il est mort en 1941. Ce nouveau mouvement artistique est à la fois fasciné et épouvanté par les rythmes de la ville et de la modernité. Il reflète une vision pessimiste de la réalité à la veille de la Première Guerre mondiale en 1914 et 1918. Alors, deux groupes de peintres se créent. Alors, le premier groupe, c'est ce qu'on appelle Braque, c'est le pont, et Der Blood-Rider, c'est le cavalier bleu. Alors, Braque et le cavalier bleu. Alors, les expressionnistes allemands, comme Max Beckmann, né en 1884 et mort en 1950, alors cet artiste, la déclaration de guerre, regardez l'œuvre, il est là, pointe sèche, les visages trahissent la diversité des sentiments de l'exaltation à l'angoisse. Alors Kirchner, alors ce peintre qui est né en 1880 et mort en 1938, il est versé dans l'artillerie de campagne, mais en octobre 1915, une maladie pulmonaire et son état dépressif s'aggrave à tel point qu'il est renvoyé à l'arrière de retour dans son atelier berlinois. Il y peint deux autoportraits, l'un en alcoolique abattu, l'autre bien sûr en soldat. Alors, Otto Dix. Alors, Otto Dix, il est né en 1891 et mort en 1969. Alors cet artiste, il s'est engagé en 1914 dans une compagnie de mitrailleurs. Il fallait, qu'est-ce qu'il a dit? C'est lui qui dit cette phrase. Il fallait que je vive ça, je le voulais. Il faut que je voie tout de mes propres yeux, d'après sa déclaration, bien sûr. Alors puis, on cible, comme indique le titre de la peinture, les parements rouges de la veste et du béret, la rendent plus visible encore et les cocardes semblent annoncer les impacts des balles. Ne saurait dire plus clairement à quel sort il s'attend, sans illusion, sans le moindre espoir d'en ressortir indemne après, bien sûr, sortir après cette guerre, cette maudite guerre, comme il a exprimé. Il souhaite montrer toute l'horreur de la guerre à travers ses œuvres. Il réalise environ 600 il a réalisé environ 600 dessins. Alors, gouache, aquarelle, qui sont comme des notes prises sur le vif ou à l'occasion d'un souvenir de ressurgi. Alors, lyrique, comme vous voyez ici, lyrique en 1911, Kandinsky est russe,
il peint des souvenirs russes et de Tunisie où il a séjourné en 1905. Alors l'un des plus lumineux souvenirs d'enfance qui soit lié à ma tante est un petit cheval de plan appartenant à un jeu de petits chevaux, puis avec du jaune ocre sur le corps et une crinière jaune et claire. Alors les petits chevaux bleus en 1911. Tout est mouvement pour Franz Marc. Le bleu représente le principe masculin austère et spirituel, force austérité, un peu de romantisme. L'homme a disparu et les formes de ses chevaux sont traitées comme un paysage et l'épouse, les contours, des lointains. Franz Marc est mort pendant la bataille de Verdun. Alors, soirée sur l'avenue Karl Juan. Alors, Edvard Munch, en 1892, comme vous voyez ici, c'est une huile sur toile, dimensionnée 84 cm,5 sur 121 cm,5. Il est au musée des Beaux-Arts à Bergen. Les personnages placés au premier plan contribuent fortement à l'impact émotionnel du tableau. Ce tableau est la première étape qui conduira Munch vers son tableau le plus célèbre, qui est le cri qu'on a déjà vu tout à l'heure. Au travers différentes variations liées au désespoir et à l'anxiété du peintre vécu à l'époque. Alors, on va revenir sur le cri d'Edvard Munch en 1883, tempéra et crayon sur carton, dimensionné 91 cm sur 73,5 cm. Il est à Oslo, au musée national d'Oslo. Alors, regardez, c'est en 1893 que Munch donne la première version du cri, qui est aussi la plus célèbre des deux versions, à l'huile et tempéra. L'autre daté sans certitude de 1910. Et au musée Munch, il existe aussi deux versions au pastel. Il existe autres versions au pastel. C'est au musée Munch en 1893. Et collection privée en 1895 est une cinquantaine de gravures, presque toutes différentes. Alors le tableau il est là, il est fluide, c'est le fruit d'une lente maturation dont on trouve trace avec l'angoissante soirée sur l'avenue Karl Juan en 1892 et surtout la première version de Désespoir en 1892. Alors, la desserte rouge de Henri Matisse en 1908, c'est une huile sur toile dimensionnée 180 cm,5 sur 2,21 cm. Comme vous voyez, il est au musée de l'Ermitage à Saint-Pétersbourg. Alors, la desserte marque le retour à des traitements de problèmes formels après le repli de 1907, après avoir utilisé le schéma de composition qu'il avait adopté dès le début de dans son tableau réaliste de La Serveuse bretonne en 1896, qu'il conserva jusqu'à la fin de sa vie. Il a conservé jusqu'à la fin de sa vie, puis dans son tableau impressionniste, la desserte en 1897, Matisse a soumis toute la construction du tableau au plan de la toile, simplifiant à l'extrême, dynamisant les couleurs, séparant et soulignant les rythmes essentiels de manière à ce que le contour des arbres, des fruits sur la table et de la femme, elle aussi traitée comme un motif décoratif face contrepoint aux points massifs, aux puissants motifs en S du tissu décoratif, comme vous voyez sur le tableau. Alors là, le vieux guitariste. Alors le vieux guitariste, c'est un tableau de Picasso daté en 1903. Il est à Barcelone, dimension 83 cm sur 1,23 cm.
Alors, je situe l'œuvre dans son contexte historique. Cette œuvre a été réalisée suite à la mort de son meilleur ami Carlos Casagemas. Picasso fut terriblement affecté par ces événements. Il peint son ami dans son cercueil. Alors, faites attention, là, c'est une période de détresse pour notre peintre Picasso. Mais ce drame affectif marque le début de la période bleue de 1901 jusqu'à 1904. Le bleu est la couleur dominante de ses œuvres et les thèmes sont sombres, la mort, la vieillesse, aussi la pauvreté, aussi l'alcoolisme et la prostitution. Les visages et les corps sont déformés et étirés. Le vieux guitariste reflète les états d'âme d'un artiste marqué par la perte dramatique, si vous voulez, d'un ami très cher. Alors, pour conclure cette leçon, je n'ai qu'à vous dire que souvent les rapports entre l'expressionnisme allemand et le futurisme italien ont été abordés d'une manière réductrice, avant tout préoccupés de déterminer lequel des deux mouvements de l'avant-garde historique avait précédé l'autre dans la formulation de telle ou telle innovation. Alors la critique picturale et littéraire a eu tendance à occulter les convergences qui existaient entre eux, aussi bien sur le plan thématique que sur le plan formel, si vous voulez. Alors, sur ce, je vous dis merci pour votre attention et bien sûr à la prochaine vidéo. Au revoir.